Je suis Richard Burbeau, je travaille donc pour Tarkett, qui est une société française. On opère dans un peu plus de 100 pays dans le monde, et donc notre spécialité, c'est de fabriquer des revêtements de sol. Donc du parquet, de la moquette, des sols vinyles, des sols sportifs aussi. On est 12 000 personnes, notre chiffre d'affaires l'année dernière était un peu au-dessus de 2,7 milliards. Chez Tarkett, je suis responsable d'un département front office dans la direction informatique. Donc on a en charge les outils de la relation client, le web, le CRM et les outils de téléphonie pour les centres d'appel. Début 2016, on a décidé de reconstruire nos plateformes web destinées à nos clients professionnels en partant d'une approche très design thinking et agile. Alors c'est dans ce cadre que j'ai commencé à travailler avec Aurore pour le développement et Pauline pour les ops, pour donc reconstruire de zéro cette plateforme web. Alors on a démarré le projet avec 4 exigences que je trouve très raisonnables. La première, c'était de dire je veux pouvoir livrer en production tous les jours. Donc dès qu'une nouvelle fonctionnalité est prête, on peut mettre en prod. La deuxième exigence, évidemment, on veut une disponibilité à 100%. Donc pas d'arrêt, ni pour les mises en prod, ni pour aucune raison. Donc voilà, 100% de disponibilité. La troisième, cela va sans dire, pas de bug. Et la dernière, on va devoir opérer avec des coûts tout à fait microscopiques. Donc je vais laisser Aurore et Pauline vous expliquer comment elles y sont arrivées, et je reviendrai pour la conclusion. Donc, au vu de ces 4 contraintes, on a dû s'organiser. Alors, côté développement, on était 11 développeurs, organisés en 3 équipes, et on était répartis par fonctionnalité. Par exemple, une équipe qui s'occupe de la recherche de produits, une équipe qui va s'occuper du panier de produits et du compte client associé, etc. On fonctionnait en Scrum, donc on avait un Product Owner qui était de chez Tarkett, pas de chez nous. Et on faisait des sprints d'une semaine. Alors, côté Ops, c'était un peu différent parce que déjà, la grande différence, c'est que Pauline était Ops dédiée au projet, donc 5 jours sur 5 avec nous, mais elle était seule. Elle avait un manager également chez Tarkett. Elle ne fonctionnait pas en Scrum, elle utilisait la méthode Kanban. Donc, contrairement à nous qui nous engagions sur le développement d'un certain pool de fonctionnalités sur une semaine, elle avait un backlog de tâches et tous les jours, elle repriorisait ses tâches et elle prenait les tâches à la suite les unes des autres. Et alors, hormis l'organisation, on a dû effectivement s'outiller. Donc, pour vous donner une idée, côté développement, on avait un front en Vue.js. L'appli, c'est du PHP Symfony. En base de données, on a du MySQL et aussi de l'Elasticsearch pour pouvoir gérer tout le catalogue produit de Tarkett. Et comme en fait, on a une application qui est distribuée en microservices pour que les API puissent se parler, les microservices puissent se parler entre eux, on a un API Manager open source qui s'appelle WSO2. Côté Ops, cette fois-ci, donc toute l'infra est hébergée chez un cloud provider qui est AWS. C'est-à-dire principalement nos bases de données et nos machines virtuelles. Et donc toutes ces ressources, on va pouvoir les déployer automatiquement grâce à un outil que le logo est en violet qui s'appelle Terraform. On a un autre outil qui s'appelle Packer, qui va nous permettre de templétiser et de créer des images de machines. C'est-à-dire créer une image qui va contenir mes bons packages, mes bonnes librairies, mon bon code source. Et ensuite, pour nos scripts de déploiement, on va utiliser Bash, tout simplement, et aussi beaucoup de Python. Après, on a des outils qu'on va utiliser à la fois côté Ops et côté Dev. Donc, comme par exemple Docker. Donc, ce que font les développeurs, en fait, ils font tourner toute l'application en local sur leur laptop pour pouvoir en fait développer en live et tester en live leur code. Et du coup, côté Ops, en fait, il y a un moment, on n'avait qu'une plateforme de pré-prod et de prod, et on s'est dit, en fait, on a besoin d'un 3e environnement. Donc on s'est dit, ce que avaient fait les devs en local, on va s'en réinspirer pour créer un nouvel environnement à moindre coût, parce qu'en fait, c'est juste une machine sur laquelle toute l'application va tourner dans des conteneurs. Ensuite, on a Travis. Donc Travis va être utilisé pour les développeurs pour pouvoir lancer leurs tests unitaires, leurs tests d'intégration. Et nous, côté Ops, on va s'en servir pour pouvoir lancer, démarrer nos scripts de déploiement, pour pusher le code sur les différents environnements. Et enfin, Git, donc forcément très naturel pour les développeurs. Et du coup, côté Ops, on s'est dit, on va faire les choses bien également, et on va versionner notre code. Donc avec la prise en main de tous ces outils, on a pu mettre en place de l'intégration continue.
L'idée de l'intégration continue, c'est de pouvoir vérifier que la modification du code source ne va pas engendrer de régression. Comme ça, le code, le plus rapidement possible, va être prêt pour partir en production. Donc là, je vais vous présenter le workflow qu'on a mis en place chez Target. Donc, comment ça se passe? Quand un développeur veut valider sa feature, eh bien, il va venir merger sa branche de feature dans la branche du AT. Cette action, ça va déclencher un build Travis qui va venir déployer le code dans l'environnement du AT. L'environnement du AT, c'est juste une grosse machine sur laquelle toute l'application tourne sur des conteneurs. Donc l'intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas cher. Et deuxième intérêt, c'est qu'en fait, on a des temps de déploiement très courts. Comme on est sur du conteneur, on va être de l'ordre de la minute. Qu'est-ce qui se passe après? Les product owners se connectent à la plateforme du AT et valident la feature. Quand le dev a sa feature validée, il va pouvoir merger sa branche de feature dans la branche develop. La branche develop, c'est une branche tampon qui ne contient que des features validées. Donc à tout moment, le code de develop peut partir en prod. Et donc ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on vient merger develop dans master, et ça déclenche un second build Travis qui va déployer le code, cette fois-ci, dans l'environnement de pré-prod. La pré-prod, on est sur de la VM cette fois-ci, et on est ISO à 1 ou 2 delta près de la production. Donc Travis lance Packer, qui va venir nous créer une image qui va contenir le code de la release. Parce que quand on merge develop dans master, on crée un tag de release. Et l'image va porter le nom du composant et le numéro de la release. Ensuite, Terraform intervient pour venir créer des machines à partir de cette image. Et quand tout ça est déployé, les développeurs lancent la recette. Et quand la recette est validée, eh ben, Aurore vient me voir et elle me dit, bah voilà, Pauline, tu peux déployer Front dans sa version V42. Et moi, j'ai un script Python qui fait appel derrière à du Terraform, qui prend en entrée le nom du composant et le numéro de la release. Et en 15-30 minutes, ça dépend les composants, et ben, je déploie automatiquement en production. Donc quand on a mis tout ça en place avec Aurore, on s'est dit, bon bah là, je pense qu'on est bien parti, le projet, ça va bien se passer. Exactement, on se sentait vraiment bien outillé, bien organisé, on avait l'impression d'avoir toutes les clés en main. Et en fait, ça s'est pas si bien passé que ça au début. Et donc ce cartoon est un peu vu et revu, mais finalement il est quand même très vrai. Le DevOps, sans outils, le DevOps, ça ne marche pas. C'est une condition nécessaire pour réussir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être dans un état d'esprit pour que ça réussisse. Et donc en fait, nous, pendant 1 an et demi, on s'est parfois cassé les dents sur certains problèmes. Et là, ce qu'on vous propose, c'est dans le temps qui nous reste, on va en fait vous parler de 3 problèmes qu'on a rencontrés. On va vous expliquer comment on a éteint le feu, déjà comment on a réglé le problème sur le moment, et ensuite, en fait, qu'est-ce qu'on en a appris, parce que c'est surtout ça qui est intéressant dans le DevOps. Donc je vais commencer avec notre premier problème qui est, en tant qu'utilisateur, je vois les produits en double sur la page de résultats. Donc pour vous parler de ça, je vais vous raconter une petite histoire. Le 2 novembre dernier, mon product owner vient me voir et nous dit, bon bah voilà, pour l'instant, le catalogue de produits est mis à jour, vous avez besoin de faire une action, vous les développeurs, pour le mettre à jour. Moi, je voudrais que ce soit mis à jour automatiquement, tous les jours à 8 h du matin. Donc nous, on lui dit, bon bah, pas de souci, on développe un script qu'on va instancier sur les machines et qui va tourner tous les jours à 8h30, qui va détruire la base de données et la reconstruire. Donc, on développe ça, on teste, et puis comme on met en production tous les jours, bah, le 5 novembre, c'est en production. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était en production le 3 novembre, pardon. Le 4 novembre, à 8h45, on teste un peu le site, et là, on se rend compte que, aléatoirement, sur la production, on a certains produits en double. Donc là, on se connecte au serveur, on regarde ce qui se passe avec Pauline, on rafraîchit la base de données. Une fois le rafraîchissement fait, on n'a plus de soucis. Donc on se dit, bon, on verra bien demain. Et puis demain, bah, tout va bien, on n'a pas de produit en double. Donc là, on se dit, oh, ça doit être la conjonction des astres, il s'est passé un petit truc bizarre, mais tant pis, on oublie. Donc on oublie. Sauf que le lendemain, rebelote, on a certains produits, et puis pas les mêmes que la veille, que l'avant-veille, sinon ce serait trop facile, en double sur la page de résultats. Donc là, il y a Richard qui vient nous voir et qui nous dit, bon, c'est pas possible, on ne va pas tous les matins à 8h31 regarder si oui ou non on a les données en double, donc vous me trouvez la cause, vous la réglez et je ne veux plus en entendre parler. En soi, il avait quand même plutôt raison. Et en fait, seulement le 19 novembre, on a été capable de lui dire, bon bah ça y est, c'est bon, tout est ok, on a trouvé la cause, on l'a réglé et ça n'arrivera plus.
Alors, entre le 7 et le 19 novembre, il y a un pont, mais mine de rien, 12 jours pour régler un problème en production, aussi visible que celui-ci, c'est quand même un peu gênant. Alors en fait, pourquoi on avait certains produits en double sur la production? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en production, on a du blue-green. Donc le blue-green, on a une stack de serveurs, par exemple la bleue, qui est celle utilisée en ce moment en production. Et quand on va vouloir déployer, on va utiliser la stack de serveurs verte, on va construire notre code, on va faire passer nos tests, et une fois que tout est bon, on va simplement basculer les DNS. Et comme ça, il y a 0 downtime. Donc ça effectivement, on l'a en production. Bien sûr, on ne l'a pas dans nos environnements de test, parce qu'en fait, ça implique 2 fois plus de serveurs, 2 fois plus de coûts. Donc là, on n'aurait pas réussi à matcher la 4e exigence de Richard. Donc nous, on savait qu'on avait du blue-green en production, les devs, pas de problème. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc nos scripts, on a demandé à Pauline de l'instancier sur la machine de deploy, qui est une machine un peu d'arrière-plan. Et en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que ça allait être instancié sur la machine de deploy de la stack blue, mais aussi sur la machine de deploy de la stack verte. Et donc en fait, on s'est retrouvé à exécuter exactement le même script qui rafraîchissait nos index Elasticsearch au même moment sur la base de données, parce qu'en blue-green, on n'a pas 2 bases de données différentes. On a bien une et une seule base de données. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé confronté à des problèmes de concurrence de données. Alors la solution pour éteindre le feu, comme je vous ai dit, elle est très simple. On a écrit un petit script. Et en fait, si vous êtes le serveur qui n'est pas utilisé en production, et vous exitez tout simplement dès le début du script. Et du coup, on exécute le script seulement sur la machine en production. Donc là, plus de problème de concurrence de données. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous avez mis autant de temps à trouver ça? Parce que nous, les devs, on savait qu'on avait du blue-green, on était même plutôt fiers. Hein. On aime bien dire, ah bah oui, nous on fait du blue-green, ça marche bien, 0 downtime et tout. Mais en fait, on n'avait pas compris les impacts. Et pire que ça, on s'y était pas vraiment intéressé. Donc ce qu'on a fait suite à ça, c'est qu'en fait, on a pris un tableau blanc avec Pauline, d'autres devs, nos product owners et managers respectifs. Et ce que vous voyez en noir, en fait, c'est nos 3 environnements principaux et les différences principales entre ces environnements. Et en rouge, c'est l'impact, le risque. Parce que bien sûr, on n'a pas essayé d'être isoprod à 100%. Le blue-green, ça ne sert à rien de l'avoir sur notre environnement de test, ça coûte trop cher. Mais par contre, quand on a un bug, il faut avoir conscience d'où peut provenir la source de ce bug. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on a tiré, c'est les développeurs, intéressez-vous à l'infrastructure, mais surtout intéressez-vous aux impacts de cette infrastructure. La deuxième chose qu'on a apprise, c'est qu'en fait, quand moi je suis allée voir Pauline le 2 novembre et je lui ai dit bon, est-ce que j'ai un script, là, il a tel nom, est-ce que tu peux le faire tourner tous les matins à 8h30 sur telle machine? Elle m'a dit oui. Elle m'a pas dit, mais attends, il sert à quoi ton script, c'est quoi le besoin derrière, etc. Et en fait, peut-être que si elle s'était intéressée à la feature, elle aurait tilté en me disant, mais non, tu vas rafraîchir les bases de données là en même temps de 2 serveurs différents, ça va tout casser. Donc, le deuxième apprentissage, c'est les ops, intéressez-vous aux features que les devs vous envoient. Ensuite, on s'est confronté à un deuxième problème, qui est le suivant. En tant que dev, je ne peux pas changer un paramètre de configuration en moins de 24 heures. Donc, vous êtes bien d'accord que c'est super long et c'est super frustrant pour les développeurs. Donc, pour vous expliquer en fait le souci auquel on s'est confronté, c'était de dire comment est-ce qu'on va faire pour déployer automatiquement un paramètre dont la valeur dépend de l'environnement dans lequel on va le déployer. Donc, au début, ce qu'on avait fait, c'était on avait dit aux développeurs, vous allez committer votre fichier de paramètres, vous allez déclarer vos paramètres, mais vous n'allez pas mettre de valeur, vous allez laisser un placeholder que nous, avec notre moulinette, on va venir remplacer en fonction de l'environnement. Donc c'est ce qui se passe, on lance Packer qui vient créer une image et qui récupère le code. Ensuite, avec Terraform, on vient déployer, créer des machines à partir de cette image. Donc en fait, la contrainte, vous voyez bien, en fait, on a une image qu'on déploie en pré-prod et en prod pour avoir bien des images qui sont immuables. Et donc, ce qu'on peut faire avec Terraform, c'est de configurer un script qui va se lancer à l'instanciation des machines. Donc ce script, c'est tout simplement un script bash qui vient faire un sed pour remplacer le placeholder par la valeur de pré-prod en pré-prod et pareil en prod. Donc là, en fait, vous comprenez bien que de notre côté, nous, Ops, quand les devs veulent modifier ou ajouter un paramètre, ils doivent venir nous voir pour qu'on puisse gérer ça au niveau de Terraform. Donc qu'est-ce qui se passe en fait au quotidien?
typiquement, il est 10 h, Aurore vient me voir et me dit bon, pour demain, pour la prod demain, il faudrait que tu me déclares ces paramètres-là, je t'ai envoyé toutes les infos par mail, est-ce que tu peux t'en charger aujourd'hui? Donc je lui dis oui, je suis un peu occupée, mais oui, je vais le faire, Aurore. Et puis je repars tête baissée dans ce que j'étais déjà en train de faire. Et puis après, je vais déjeuner, il y a une mise en prod, je vais en réunion, j'ai pas fini ce que j'avais fait le matin, donc vite, je me replonge dedans. Et à 18 h, je lève la tête et Aurore qui débarque et qui me dit « Alors, c'est bon ?» Et là, je lui dis « Ah, en fait, non, c'est pas bon. » Et du coup, on repart dans un cycle sans fin. Donc là, vraiment, on s'est confronté à ce problème-là. Du coup, on s'est dit « Ça ne va pas, il faut qu'on change les choses. » Parce qu'en plus, c'était un problème qui était récurrent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repensé notre workflow. Donc on a gardé la même structure, donc c'est Packer qui vient créer une image, Terraform déployer. Et en fait, la différence, c'est qu'au script qui se lance à l'instanciation de la machine, il ne vient plus remplacer, mais il vient copier un fichier qui est stocké dans des buckets S3, dédiés aux environnements. Les buckets, c'est des espaces de stockage dans Amazon, où vous pouvez stocker tout type d'objets, notamment des fichiers. Donc on a donné la main aux développeurs au bucket, et on leur a dit, voilà, vous n'avez plus besoin de passer par nous, vous êtes responsable de vos fichiers, vous pouvez les gérer comme vous voulez. Donc là, la moralité de cette histoire, c'est pas du tout de voir la solution technique qu'on a mise en place, parce qu'avec le recul, c'est pas forcément la solution la plus pertinente, mais en tout cas, elle a fonctionné pour nous. C'est que de vraiment comprendre qu'il y a de l'adhérence entre le travail des devs et des ops, et qu'au quotidien, ça peut être très frustrant, toutes ces petites actions parasites. Et donc, quand on peut les identifier, il faut savoir se poser et se dire « Ok, là, on va mettre un stand-by dans le projet, on va passer un jour à réfléchir et à implémenter une solution pour pouvoir réduire ces dépendances. » Et le fait de réduire ces dépendances, ça améliore le quotidien de tout le monde, à la fois les devs qui ne dépendent plus de nous ops, et nous, les ops, ça nous soulage vraiment de toutes ces petites tâches rébarbatives, répétitives qui nous embêtent au quotidien. Donc d'ailleurs, Aurore, en parlant d'amélioration du quotidien, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je te dise, parce que ça commence à m'énerver un petit peu, c'est que dès qu'on a un problème en prod, toi, c'est jamais ton problème. Hein. Tu pars en pause café, tranquille. Attends, mais Pauline, tu nous fais quoi, là? Qu'est-ce que je te fais? Je te signale quand même qu'à chaque fois, c'est moi qui débogue ton code et qu'il y a Richard qui me tombe dessus parce que le site, il est pété en prod. Attends, mais t'es sérieuse? Et toi, quand tu casses le staging, là, qu'on est 11 devs, on peut plus déployer, on est complètement bloqué, on a nos 3 product owners qui sont là, pourquoi ça marche pas, je comprends pas, je peux valider, t'es où, toi? T'es jamais là, hein. Puis alors, vous êtes marrants, les ops. C'est toujours applicatif, le problème, toujours, c'est jamais de votre faute, hein, jamais l'infra. Non, c'est vrai qu'il y a 3 semaines, les DNS, c'était notre faute, ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'infra, ouais. En même temps, si vous appreniez à vous débrouiller un peu tout seul de temps en temps, c'est-à-dire, mais juste lire les messages d'erreur avant de venir systématiquement nous faire suer là avec vos faux problèmes, peut-être que ça se passerait un petit peu mieux. Hein. Et puis, excuse-moi, DNS, tu sais ce que c'est un DNS, toi, peut-être? Attends, mais toi, tu sais ce qu'ils font, Target? Tu sais ce que c'est la dernière grosse feature qu'on a mise en prod? Ça t'intéresse peut-être? Je sais pas. Hein. Puis, alors rien à voir, mais tu sais ce que c'est des code review aussi? Parce qu'à chaque fois que tu oublies de fermer tes quotes là, et que tu pousses quand même, que ça casse tout et qu'on ne peut plus rien faire. Ouais, t'es bien contente quand je fais mes petits changements à l'arrache, quand tu m'as fait ta demande à la dernière minute, non? Vous voyez, ça ne pouvait pas durer. On ne pouvait pas rester comme ça. On se disputait beaucoup trop souvent. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a identifié là, tous les petits points de friction que vous pouvez voir, la prod cassée, le staging qui ne marche pas, etc., etc. On les a identifiés et on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve une solution. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de 2 problèmes qu'on a rencontrés et vous raconter ce qu'on a mis en place. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à venir nous voir à la pause pour avoir nos autres petits tips de couple DevOps. Alors le premier, c'est qu'effectivement, ça lui arrivait au début du projet, Pauline, d'être confrontée à un bug en production et puis d'être toute seule, quoi. Elle disait « Ah, il y a un bug », puis nous, on se mettait derrière nos écrans « Ah, j'ai pas le temps, c'est pas moi, ça doit être le copain, je lève surtout pas la tête ». Et en fait, pourquoi on faisait ça? C'est parce qu'on n'en a pas rien à faire de la prod, on se rend bien compte que c'est pour ça qu'on développe. Mais c'est parce qu'on avait un sprint qui était rempli à 100% de features.
Donc si vous allez aider Pauline à débugger pendant 2 heures en production, et ben en fait c'est 2 heures que vous allez faire de plus le soir, parce qu'il faut finir votre feature, il faut réussir votre sprint, etc. Et à un moment on s'est dit, mais en fait notre product owner c'est aussi dans son intérêt qu'il ait une prod sans bug. Donc on est allé le voir, et on lui a dit, bah, nous ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un pool de points dans notre sprint, qui en fait est dédié à la résolution de bugs. Donc globalement on avait une demi-journée par équipe, et dès qu'il y avait un bug en production, Pauline, elle levait la main, elle disait « Ah, j'ai l'API Search, là, qui marche plus, j'ai une 500. » Et en fait, il y avait quelqu'un qui arrêtait tout de suite ce qu'il faisait, et qui allait l'aider, et qui avait l'esprit tranquille, en fait, qui savait qu'il avait le temps de l'aider. Et ça nous a permis d'être vraiment beaucoup plus réactifs à la résolution de bugs. Parce que Pauline, elle a les connaissances Ops, et nous, on a les connaissances applicatives. Alors après, le deuxième truc, c'est que des régressions en production, vous avez vu l'objectif de Richard, c'est d'en avoir 0. Alors on n'y est pas tout à fait encore. Et en fait, pourquoi à un moment on n'y était pas du tout? C'est parce que finalement on a commencé le projet from scratch. Et quand vous commencez un projet from scratch, vous avez envie de développer des features, vous avez envie que votre utilisateur y voit quelque chose. Alors nous, on écrivait des tests unitaires, des tests d'intégration, etc. Mais on n'avait par exemple pas mis en place de tests end-to-end. Donc on faisait la recette fonctionnelle à la main. Alors au début, ça va, le parcours, vous le connaissez, il y en a un, à la limite 2, vous avez le temps de faire les cas d'erreur, etc. Mais au bout d'un moment, le site, il devient énorme. Et du coup, vous n'avez plus envie de se prendre ce temps, en fait. Vous avez vraiment l'impression de perdre du temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, pareil, on est allé voir nos product owners et on leur a expliqué que c'était important de dédier du temps à la mise en place de tests end-to-end. On a utilisé Biat, un framework PHP. Et donc ça a été possible aussi de le faire parce qu'il y avait Pauline, parce que derrière, on a dû instancier des serveurs, etc., réfléchir à quand est-ce qu'on allait les faire tourner. Mais au final, on a eu une diminution des régressions. Et les régressions dans une équipe, même si vous entendez bien, si vous êtes à 2 pour les régler, c'est jamais un moment agréable. Donc finalement, ces 2 choses, ça nous a permis d'avoir une bien meilleure ambiance au sein de l'équipe, et maintenant on s'entend bien. On vous a montré comment on arrivait à construire une technologie à la fois robuste, flexible, qui est un peu toujours le paradoxe qu'on cherche à résoudre, par des boucles d'apprentissage. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est transposer ces boucles d'apprentissage jusqu'à des sujets vraiment fonctionnels. Donc là, je vais vous montrer un exemple qui s'est passé en tout début d'année. J'utilise souvent cet exemple parce que c'est la première fois qu'on arrivait à le faire en entier. En janvier, un architecte sur notre site web nous laisse un commentaire. Alors ce monsieur est anglais, donc forcément il nous parle anglais, en nous disant votre contenu n'est pas bien relié, donc un commentaire qu'on a un peu du mal à comprendre. Quelques jours après, on arrive à parler à ce monsieur au téléphone et il nous dit en fait, votre produit SafeTrade, je le connais bien, vous n'avez que 25 couleurs dans ce produit, et quand je vais sur le site, vous me montrez 276. Donc là, forcément, vous avez un problème. On a regardé le moteur de recherche, effectivement, il y avait un problème dans l'algorithme de recherche. Quelques jours plus tard, on arrivait à pousser une correction en prod et à avoir une solution satisfaisante. Donc là, on vous a montré en fait ce qu'on a appris sur le projet, donc comment on s'est amélioré en tant qu'équipe, etc. Maintenant, on a partagé notre expérience pour que vous reteniez des choses. Et en fait, s'il y avait 3 choses qu'on voulait que vous reteniez en sortant, ce seraient les suivantes. La première, quelque chose qui est assez sous-jacent à tout ce qu'on vous a raconté, c'est qu'en fait, avec Pauline, on a 3 bureaux d'écart, et avec Richard, on a 1,5 bureau d'écart. Donc on travaille sur le même plateau. Et vraiment, la proximité compte plus que les process, et j'insiste là-dessus, parce que quand vous avez des problèmes, si vous ne vous connaissez pas, s'il faut traverser 3 km de bâtiment avant de vous trouver, ou alors pire, si vous avez un problème, s'il faut faire un ticket dans l'outil de management de Kanban de Pauline, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à être réactif et vous apprenez rien ensemble. Donc vraiment, construisez un plateau et travaillez tous au même endroit. Deuxième enseignement, c'est une devise qui nous accompagne au quotidien sur ce projet, oser, rater, apprendre. Dans beaucoup de projets classiques, on a tendance à vouloir penser très fort, très longtemps et puis implémenter comme il faut d'une seule fois. On a pris le parti pris inverse, c'est-à-dire qu'on est allé en prod très vite, avec une solution complète, des fonctionnalités, des serveurs, des opérations, mais très simple. Et finalement, la complexité et l'automatisation, on l'a construite au fur et à mesure des événements, ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on a automatisé tout ce qui était nécessaire, mais finalement que ce qui était nécessaire. Et donc le dernier et 3e point qu'on aimerait partager avec vous, c'est que c'est très important de savoir célébrer les succès et les mèmes. Les mèmes, c'est très important. C'est pas parce qu'on a des métiers différents avec Aurore
qu'on ne garde pas des objectifs qui sont communs. Et le fait de célébrer ensemble ces succès, ça nous rappelle qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas de « c'est ta responsabilité, c'est ta faute ou c'est la mienne ». Non, on est vraiment une équipe soudée. Et donc, célébrer le succès, ça nous aide aussi à nous rappeler dans nos esprits à effacer les frontières entre nos différents métiers. Merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour. Donc, merci toujours pour les suggestions de questions posées par Slido. C'est parfait. Donc, je vais poser deux questions, une qui est plutôt technique, une qui est plutôt l'inverse. Première question. Le fait d'avoir des feature teams en Scrum et un Ops en Kanban, était-il efficace? Très efficace. En fait, nous, ce qui était bien, c'est qu'avant chaque cérémonie, donc chaque début de sprint, on allait voir Pauline et on lui disait, bon, bah voilà, ce sprint-là, on pense avoir besoin de ça. Donc elle, ça lui permet en fait de déjà un peu prévoir ce qui va arriver, donc de construire son backlog. Et en fait, le fait qu'elle soit en Kanban, ça permet aussi, s'il y a des moments où il y a quelque chose que nous, on n'avait pas anticipé, de se dire, par exemple, quand on n'avait pas géré les paramètres, de se dire, ah bah là, on a besoin de rajouter un paramètre, on ne l'avait pas prévu. En fait, le fait qu'elle soit en Kanban, ça permet qu'elle remonte cette tâche en haut de son backlog et qu'elle le fasse tout de suite. Donc finalement, dans ce sens-là, c'est très adapté. Très bien, merci. Et dernière question, une question un peu troll, mais je vais poser quand même. Pourquoi pas Docker dans tous les environnements? Pourquoi pas Docker dans tous les environnements? Pourquoi Qui pas a ici Docker qui tourne en prod correctement? Levez les mains. Oh bah bravo. Non mais alors j'ai une réponse simple. En fait, on a commencé le projet, donc on démarrait, vous avez vu, il y a beaucoup de nouveaux outils. Et du coup, on ne voulait pas complexifier trop. Et Docker, en fait, c'est vrai que quand on l'utilise dans des environnements de test, ça fonctionne très bien. Mais en production, on a d'autres contraintes et ça, on ne savait pas les gérer. Donc, on a préféré ne pas partir en prod avec du Docker. Logique, restons dans le simple. Bon, merci pour ce talk et merci d'être venu. Merci.